une citation qui nous... Oui, parfait, c'est Recording in Progress, merveilleux, tout le monde a dupliqué. Donc, on aime beaucoup cette citation qu'on a essayé de parfaire avec les années. On fait vraiment, vous allez voir, un distinguo entre la multidisciplinarité qui a la capacité de se dire, l'interdisciplinarité qui a la capacité de se vivre. Par contre, vous allez voir que quand on est dans la transdisciplinarité, on est ailleurs. Il faut qu'elle se bâtisse de façon collégiale. Et on a mis le doigt dans les travaux qu'on a fait avec Audrey Grelot sur la notion d'expertise collective transdisciplinaire. Donc, vous voyez déjà qu'on a un parfum de gestionnaire, bien que ce ne soit pas notre première expertise de choix. C'est pour ça qu'on travaille avec HEC Montréal aussi, pour pouvoir parfaire cette dimension-là, qui, vous allez le voir, va être le véhicule d'innovation qu'on va vous démontrer. Alors, on a beaucoup de plaisir à vous présenter aujourd'hui sur la pause de midi un menu qui s'apparenterait à un menu gastronomique avec une mise en bouche, une entrée, un plat, un dessert et un digestif. On a eu beaucoup de chance d'avoir le temps d'échanger avec Pôle Sport HEC Montréal et notamment avec Samuel. Donc, ça vient d'un brainstorming ensemble de nos expertises mutuelles pour vous présenter premièrement, à l'image de ce que font souvent d'ailleurs les chercheurs, une pertinence sociale. Vous allez voir qu'on va beaucoup jouer avec le mot poids. Donc, le poids dans le sport, qu'est-ce que c'est le poids dans le sport actuellement dans notre société? Ensuite, on va essayer de vous dépeindre notre expertise au travers du bonhomme Nuricor. Encore une fois, on voit que le bonhomme, c'est également, vous allez voir, le véhicule de la performance chez les sportifs. Notre expertise, qui vous allez voir, va aller gratter des notions qui sont sous-jacentes, qu'on appelle les trous perceptuels, qui va devenir le moyen de camper le sport sain et sécuritaire qui va vous être présenté. La diffusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a créé? On a vraiment créé une approche. On n'est pas encore dans le modèle théorique, mais quand même, on est dans une approche. Et la perspective. Donc, c'est là, généralement, où on va essayer peut-être de se censurer pour vous laisser la possibilité de parler. Le poids dans le sport, alors premièrement, le confinement. Le confinement, ça a été tout un enjeu pour les sportifs. Ça a été un enjeu pour nous, mais pour les sportifs qui ont dû voir clairement leur performance diminuer, leur crainte de s'endetter. Et donc, dans ce confinement, on a assisté à ce que les besoins essentiels physiques de l'alimentation soient très clairement campés au fait de se nourrir. Et on a peut-être mis de côté d'autres besoins qui sont arrivés comme étant non essentiels, qui ont été en fait des besoins psychosociaux, et notamment la notion de loisir, la notion de sport, la notion de compétition. Donc, premièrement, pour la première fois dans nos vies collectives, eh bien, on a vraiment sectionné la notion de besoin sur un plan de clivage. Ce qui est certain, c'est que quand on sectionne et quand on a une approche clivante d'une problématique sociétale, tout de suite, eh bien, on va avoir un troisième aspect qui va surgir, qui va être le besoin non répondu. Dans le besoin non répondu, sur le plan du sport, on a assisté à une adaptation de son besoin non répondu. Premièrement, avec nous, ce qu'on a appelé l'installation Hand Sport Club, ça veut dire, chez moi, je me suis créé mon contexte sportif, parce que bien évidemment, je ne fonctionnais que comme ça. Donc, j'ai essayé, vous allez voir l'expertise en filigrane de Marie-Josée, j'ai essayé de mettre ma routine de sportif à l'intérieur de ma maison. Et pour cette raison-là, eh ben, je l'ai utilisé un petit peu de façon arbitraire. Arbitraire parce que je suis passée d'un sport institutionnalisé, possiblement, à un sport non institutionnalisé. Ce qui est certain, c'est que dans les études qui vous sont présentées, on a vu émerger un premier aspect au niveau de la santé mentale, de la santé générale, qui est l'augmentation de l'exercice physique excessif. Donc, on est allé dans les excès. L'être humain, quand il est en arbitrage, ben, il s'essaye et puis parfois, il a cette période d'étalonnage où il part d'un excès à l'autre. Sur le plan de la santé, il faut le savoir, 50% des participants de différentes études de la Covid perçoivent une prise de poids depuis le début du premier confinement, de la première semaine. Donc, une personne sur deux ont tout de suite perçu qu'elles avaient pris du poids, même si tangiblement, il n'y avait pas forcément de poids qui avait été pris. 2,5 kg de prise de poids, finalement, est sorti dans les publications. Ce sont les Français qui se sont emparés les premiers de cette donnée tangible et biologique au bout de 6 mois de confinement. Et l'étude pour laquelle Flodias, notamment avec un des membres du Loricor qui travaille justement sur la notion d'exposition, ont montré que les gens qui sont rentrés dans la modalité du visio-travail eh bien, ont été en ce qu'on appelle une surexposition otoscopique, c'est-à-dire le fait de se voir à tous les jours dans l'écran, c'est naturellement pas un canal de communication habituel. Donc, quand je parle à une personne, en fait, mon moi, je l'ai mis de côté, je suis complètement dans la relation, dans le canal affectif avec mon émetteur et mon destinataire de message,
Et le visio-travail a amené une troisième composante qui est moi-même. Donc, je parle à la personne, mais je me vois en même temps. Et ça a été un enjeu, notamment avec la découverte qu'on a fait au Loricor. On a vient de finir une étude qui a montré qu'il y avait 58% de la population qui mangeait pour des raisons perceptuelles, c'est-à-dire pour des enjeux liés à leur corps. Donc, bien évidemment, vous allez tout de suite trouver les répercussions chez nos sportifs pour lesquels le corps, et on va le voir, c'est à la fois l'identité, la biologie, mais c'est également le véhicule de performance, qu'il soit institutionnalisé dans un club ou qu'il soit non institutionnalisé comme le monsieur ou madame qui va faire son jogging avec ses propres codes de performance. Donc ça, c'est le papier qui est en situation actuellement. Si on regarde de façon un peu plus précise, une première question arrive, parce que vous allez voir qu'on a une approche assez dialectique. Finalement, comment être bien dans sa peau quand on est dans ce contexte de contexte pandémique? Et on sait, vous et moi, qu'on y est en sortant, mais qu'on y est quand même. On y est pour plein de raisons différentes. Alors la première, c'est que sur le plan médiatique, parce qu'au Loricor, on a un plan de diffusion qui intègre complètement la diffusion médiatique, on a vu lever un élément qui nous a paru important avec HEC Montréal de vous partager, c'est la pesée en éducation physique. Et donc, le travail de HEC Montréal de nous dire, attention, la pesée collective, ça avait fait l'objet d'un mandat très clair de juridiction pour dire que ce n'était pas à privilégier, c'était même voire non autorisé dans les secteurs qui ne l'utilisaient pas. Et pourtant, vous avez dû voir cet éducateur physique qui a décidé de faire une pesée collective dans le cadre de son cours en éducation physique. Là-dessus, le Loricor, forcément, il s'est senti mobilisé par cette affaire-là, parce que nous, dans nos espaces cliniques, on enlève la pesée. Donc, dans notre espace de santé, on fait un travail d'enlever la pesée. Donc, on a répondu à ce premier message médiatique qui est venu quand même nous percuter, éducation physique, sport, pesée, jusqu'à quand nous sommes légitimes de peser nos sportifs, de quelle façon le faire, dans quel contexte le faire. Et on a répondu par une lettre d'opinion. Cette lettre d'opinion était très claire. Pourquoi balisons-nous la pesée dans nos contextes non justifiés, pourquoi en éducation physique, plutôt que dans la santé? Donc ça a été un point sur lequel on a commencé à se positionner clairement, et c'est ce qui permet dans cette mise en bouche de vous faire l'entrée. Finalement, pourquoi le Loricor a pris le contre-pied, ou plutôt c'est à utiliser en fait ce phénomène sociétal pour positionner sa posture de non-pesée dans les cas qui sont non justifiés. Premièrement, parce que le Loricor, c'est cet emblème-là. Okay, on a un petit côté marketing dans notre unité de recherche. On existe depuis 10 ans. Donc, c'est une unité qui a 10 ans d'existence et qui a 3 organes dans notre bonhomme. Notre bonhomme, en fait, c'est la recherche, la formation et l'intervention pour la mission qui vous est présentée devant votre écran. Nous, on est en recherche appliquée. Sauf qu'au fil du temps, depuis 10 ans, on a assumé un concept très clair qui est la recherche appliquée intégrée. Pourquoi intégrée? Pour les raisons pour lesquelles on travaille, qui est Pôle Sport HEC Montréal, c'est-à-dire qu'on est directement intégré dans les pratiques. On a une unité de recherche qui est reconnue comme un groupe de recherche à l'UQTR et qui est reconnue comme une affiliation au centre de recherche de l'Institut de santé mentale de Montréal. Donc, nous avons des locaux à l'hôpital Louis H. Lafontaine et à l'UQTR, le bicentrique. On a également un pôle de formation qu'on vous présentera sur la formation continue et formation initiale. Et on a un pôle d'intervention. On a 2 types d'intervention. On a une intervention qui se veut éducation et promotion à l'école, avec par exemple des partenaires comme Filles Actives, pour lequel HEC Montréal travaille aussi, pour essayer d'ancrer la pratique physique des écoliers et des étudiants dans une perspective la plus approfondie possible, qui prend en considération la santé. Ça, c'est la partie promotion-prévention. Et en noir que vous voyez, et en jaune, dans la partie intervention, on a le programme e-Loricor, dont on vous donnera peut-être les mécanismes sous-jacents ultérieurement. Nous sommes un centre, une unité de recherche qui avons 3 axes de recherche. Vous avez vu qu'on a fait un choix d'y aller dans des verbes d'action. Le premier axe est un axe parapluie qui nous permet de pouvoir camper la notion de transdisciplinarité, parce que finalement, si je puis me permettre, c'est une création de valeur qui au départ était totalement intuitive, parce que ça a été le véhicule de création du travail sur les troubles des conduites alimentaires. Mais finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une création de valeur qui nous distingue d'ailleurs des autres unités de recherche qui travaillent sur les sportifs et sur l'alimentation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment de mettre en évidence, de conceptualiser notre approche.
Donc, bien évidemment, appliqué. Vous voyez le petit A qui vient de IPROS-A. IPROS-A, vous allez voir, je vous laisse la curiosité. Ensemble, on va vous le présenter juste après. Et puis, le dernier aspect, c'est d'évaluer et d'implanter. C'est là que ça devrait vous donner peut-être une cloche en disant, bah, tiens, moi, peut-être je suis gestionnaire d'un club sportif. Je vois très clairement qu'il y a des enjeux de perception. Est-ce que l'approche IPROS du Loricorps pourrait faire mon affaire? Nous voilà nos locaux. Voilà où nous sommes. Et vous le voyez très clairement, on ne s'identifie pas comme un laboratoire au sens singulier du terme, mais comme un espace vivant d'innovation. Notre job à nous, c'est de créer de l'innovation. On a une banque de données qui nous permet de stocker les données, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère des banques de données. La Covid est venue nous rappeler très gentiment pour tous les chercheurs qui n'avaient pas stocké leurs données, qui ont vu clairement s'arrêter leur cueillette des données. Donc, au Loricorps, ça fait 5 ans qu'on a créé cette banque de données. Vous allez la voir, elle est assez spéciale. Nous sommes un Living Lab intégré. Nous intégrons complètement comme des membres réguliers, au même titre que les chercheurs, les gestionnaires de nos organismes. Donc, en fait, nous ne travaillons pas dans la gestion au sens de notre création de valeur première. Par contre, depuis toujours, nous avons toujours eu un point d'ancrage avec la gestion. ACAD, transdisciplinarité, c'est notre pédigré. Que veut dire ACAD? ACAD, c'est attitude et comportement alimentaire dysfonctionnel et non plus simplement trouble des conduites alimentaires, comme on peut l'entendre à Douglas ou à Sainte-Justine ou à ANEB. Le Loricorps, il a décidé, vous allez voir, de prendre une posture inclusive. Et cette posture inclusive, elle nous vient du deuxième aspect qui est la transdisciplinarité. On rentre dans le plat. Le plat, c'est quoi? C'est notre deuxième valeur cachée, le trouble perceptuel. Pour comprendre les ACAD, les attitudes et les comportements alimentaires dysfonctionnels, on est passé par un mécanisme sous-jacent qu'on appelle le trouble perceptuel dans le sport. Qu'est-ce que c'est que ce trouble perceptuel? C'est intéressant de constater que dès notre naissance, en fait, ce n'est pas notre prénom qui nous qualifie. Nous avons une connaissance qui a mis pratiquement 3 semaines pour déterminer le nom de son fils. Par contre, avant toute chose, on connaissait quoi? Son poids. Donc, on est clairement avec cette notion de poids. On nous pèse quand on est tout petit, cela nous qualifie, au-delà simplement de notre identité en tant que nom ou acronyme. Et au fil du temps, on a plusieurs questions à vous soulever aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'on est toujours condamné à se peser toute notre vie quand on est un sportif? Est-ce qu'on est toujours conditionné à nous faire peser par les autres au quotidien et soi-même? Donc là, 3 questions. La pesée, elle est où dans notre société quand on est sportif? Faut-elle l'engager pour surveiller la santé de nos sportifs ou doit-on s'en détacher pour ne pas, vous allez voir, attiser des problèmes de santé mentale? Tout est la question. La question, elle vient se surgir vers quoi? Vers ce que nous, on appelle chez les sportifs le carburant. Le carburant d'un sportif, c'est son alimentation. C'est la deuxième chose avec la performance qui est largement demandée, soit par l'entraîneur, soit par le préparateur sportif, soit par le nutritionniste des équipes quand on a des grosses équipes. Quand on n'est pas dans un milieu institutionnalisé, manger fait partie d'une préoccupation. Comment je mange, comment je peux manger pour augmenter ma performance, qu'elle soit intrinsèque parce que j'ai décidé de courir tous les jours, ou qu'elle soit externalisée parce que je suis sponsorisée dans un club et institutionnalisée. Donc, l'acte de manger, finalement, c'est multidimensionnel, c'est dynamique et c'est interactionnel. Ce qui veut dire qu'on va se splitter en fonction de ces 3 dimensions-là. Regardez le split, il arrive de votre écran. Il nourrit une relation pratiquement systémique. Au Pôle Sport HEC Marval, on parle de l'importance de l'écosystémique. Manger, c'est un concept écosystémique. Et dans ce concept écosystémique, on a 3 valeurs. La partie nutritionnelle. Bien souvent, dans le sport, on nous demande au Loricorps de venir parce qu'on a un nutritionniste. Vous avez bien compris qu'on n'est pas simplement ça. Dans la partie de la valeur psychologique, qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais dans mon alimentation pour devenir un sportif le plus performant possible? Et le contexte social, comment, dans la communauté des sportifs, on voit la façon de manger. C'est un acte loin d'être trivial, il est complexe, il est entier, il est holistique. Et donc, quand vous regardez dans la littérature scientifique, quand on essaie de comprendre des problématiques holistiques comme l'alimentation dans le sport, en fait, le meilleur moyen de pouvoir le comprendre, l'étudier et y travailler, c'est de rentrer dans une posture transdisciplinaire. Je laisse en filigrane la transdisciplinarité et je vous rattrape sur les types de mangeurs. Si vous me dites, tiens, dans mon club, dans ma famille, parce que je suis parent, parce que je suis clinicien, parce que je suis professionnel de la santé en lien avec le sport,
finalement, les sportifs, c'est quel type de mangeurs? Bien, il y a 4 types de mangeurs dans la littérature. On a de mangeurs très intuitifs. Ça, c'est vraiment, on va dire, la quête de Saint Graal de la façon de manger. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre. Dans la guide de Santé Canada et dans le guide alimentaire, parle-t-on d'un mangeur intuitif? Pas du tout. Mangeur intuitif, ça arrive en 2017. Ça vient complètement arriver en contre-position du guide alimentaire canadien. Ça défie le guide alimentaire canadien qui est sur la pesée, qui est sur la calorie, le bon et les mauvais aliments. Ici, on est dans l'intuition, on se connecte à son corps et on essaye de manger en fonction des sensations de faim et de satiété. Vous allez me dire, mais les sportifs, c'est merveilleux. Ce sont ceux qui, tous les jours, font ce qu'on appelle un body scan de leur corps. Ils courent, ils marchent, ils se projettent, ils envoient quelque chose. Ils devraient être de bons mangeurs intuitifs. Nous allons voir que ce n'est pas si simple que ça. Donc, si je descends, je vais vers l'alimentation intuitive, le mangeur intuitif. C'est celui qui, au moment où je vous parle, je pourrais être en train de manger. Ça voudrait dire que je ne suis pas du tout dans la pleine conscience de ce que je mange. Je m'adresse à vous et je me nourris à côté. Je suis dans l'inattention de mon acte. Prudent. Ah, est-ce que mes sportifs sont là-dedans? Est-ce qu'on entend dire dans des sportifs de soulever le poids, qu'ils font des régimes uniquement protéinés pour augmenter leur masse musculaire, pour augmenter leur masse maigre, et donc ils deviennent prudents de la façon de manger? Ou est-ce que je suis un mangeur de diète? Je coupe dans mes rations parce que mon sport, ma logique sportive, c'est de me transporter le plus haut possible avec le maximum de puissance. On va penser au plongeon, on va penser au grimpeur, on va penser par exemple au jockey, dans lequel le poids-puissance avec l'animal est extrêmement codifié. Donc, je vais me restreindre dans mon alimentation. Suis-je un mangeur de diète? C'est la question. Regardez en termes de pourcentage, eh bien, vous allez être surpris, mais les sportifs, ce ne sont pas les plus grands mangeurs intuitifs, ce sont ceux qui se baladent entre le mangeur prudent et le mangeur de diète. Ça nous allume une alarme. Ça veut dire, moi, en tant que gestionnaire du sport, est-ce que finalement l'alimentation, je la propose et j'interviens de façon la plus profonde possible pour bien savoir si j'ai des mangeurs intuitifs ou si j'ai des mangeurs qui vont vers la diète? Effectivement, quand on regarde la chaîne de la santé mentale sur l'alimentation, on est très surpris. Premièrement, pourquoi? Parce que quand on parle de troubles des conduites alimentaires, au Lodicor, toutes les 3, on s'est dit, on va leur donner les paramètres qu'on utilise en milieu clinique. Nous, on appelle ça la règle du 1, 2, 3 au Lodicor. On dit, il y a 1% de la population en entier qui présente une anorexie mentale, 2% qui présente une boulimie, 3% qui présente un trouble d'accès hyperphagique. Anorexie, tout le monde connaît à peu près. Boulimie, ça commence à faire du sang. Oh là, trouble d'accès hyperphagique, vous nous avez perdu. Trouble d'accès hyperphagique, est-ce que ce ne serait pas finalement celui qui s'entraîne à soulever de la fonte, qui est dans une perturbation d'image corporelle? Tout ce qu'il veut, lui, c'est d'augmenter sa masse musculaire le plus possible. Il est dans de la dysmorphophobie sportive. Il commence à flirter avec le trouble d'accès hyperphagique. Il va manger de grandes quantités de nourriture, hyper protéinée, parfois même des compléments, parce que ce qui l'intéresse, c'est de grandir en masse. Alors peut-être que lui, effectivement, je vous le dis, il est peut-être à risque de trouble d'accès hyperphagique. Et quand je regarde l'histoire, je m'aperçois que dans ça correspond qu'à 6% de la population. Où est passé le reste de la population? Eh bien, il est là-dedans. Anorexie inversée, anorexie sportive, TCA subclinique. Est-ce que ça, ce serait mes sportifs? Eh bien oui, ce sont les sportifs. Donc, le sport, est-ce que c'est équivalent à la santé? Pas toujours. Premièrement, dans les années 80, ça avait fait vraiment un tollé au CIO avec une gymnaste qui avait démontré très clairement une anorexie type sportive, c'est-à-dire une personne qui avait carrément développé des symptomatologies cliniques liées à sa pratique de gymnaste et qui rentrait dans ce qu'on appelle les critères incontournables d'anorexie sportive, un rapport poids-puissance extrêmement millimétré. Personnellement, je suis une ancienne gymnaste et donc le fait qu'on le sait, pour briller sur le quart de tour qui nous manque, parfois ça se joue à 100 grammes. Donc 100 grammes, c'est pas beaucoup. 100 grammes, c'est ce qui va nous permettre de compléter notre vrille, par exemple. Et là, on voit tout de suite s'enchaîner la triade qu'on connaît très bien, l'ostéoporose, l'aménorrhée, le TCA. Et donc, finalement, un sportif qui se veut vertueux à la pierre de Coubertin, dans lequel l'objectif, c'est de participer, devient vite à ce moment-là le pronostic négatif qui s'en va vers ce que nous, on voit, c'est-à-dire un sport
aversion à un sport qui amène des troubles cliniques de santé mentale. Aujourd'hui, la triade, elle est dépassée, sachez-le. Davantage, on part du REDES. Le REDES va vraiment amener l'effet de balancier. On va travailler sur le balance. La balance, c'est-à-dire l'équilibre entre l'ingestion d'aliments et le métabolisme basal, dont on sait qu'il est forcément différent chez chacune des personnes. Et donc, dans cet objectif-là, on sait maintenant qu'il faut rentrer dans la complexité de ce fait balancer avec les sportifs pour essayer de comprendre la façon dont se met en œuvre l'alimentation. Premier aspect. Deuxième aspect, la bigorexie. La bigorexie, sachez que le terme scientifique, c'est de l'anorexie inversée. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aperçoit clairement qu'il y a un enjeu affectif sur l'image corporelle. Cet enjeu affectif, il est tellement puissant qu'on va rentrer vers une obsession de l'apparence physique et souvent, on va trouver comme concomitance l'utilisation de sérotonine anabolisant, d'où le fait qu'il devient très intéressant, je fais un clin d'œil à Paul Sport, de se mettre dans des liens avec, par exemple, les agences de dopage, parce qu'on sait que troubles des conduites alimentaires de type bigorexie et dopage, ça va ensemble. Le RICOR a écrit un ouvrage spécifiquement là-dessus, sur le croisement entre les deux troubles. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est complet dans cette histoire, sportif, non sportif, qu'est-ce qu'il faut que je retienne? Mais ce qu'il faut que je retienne, ce n'est pas une notion binaire. Ce n'est pas le sport c'est bien, le sport c'est mal. En tout cas, nos travaux actuels au RICOR vont à le montrer très clairement. Regardez ce qu'on a décidé de vous démontrer. Au RICOR, on a tendance à concevoir les problématiques de santé d'un point de vue dimensionnel, c'est-à-dire sous forme d'un continuum. On verra clairement que dans le sport, en termes d'exercice physique, quand on demande la quantité de l'exercice, on est dans un bord et possiblement qu'on va emmener, vous voyez l'image qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, un trouble perceptuel qui est caché à l'image d'une vitrine. On ne verra que les bouts des doigts si on est suffisamment initié pour voir le trouble perceptuel, mais ça se voit également dans le qualitatif, c'est-à-dire la compulsion, l'affect négatif, la rigidité de l'alimentation de certains sportifs qu'on va retrouver et qui vont nous amener le trouble perceptuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est gestionnaire? Ben, regardez la fréquence, mais regardez le motif pour lequel on rentre dans le type d'activité physique. Finalement, pour les chercheurs, ça s'apparente à une relation curvilinéaire. Je n'ai pas d'absence, donc j'ai une absence parce que je suis sédentaire, ce qui a été un enjeu pour les sportifs lors de la Covid. J'ai une absence d'exercice, je suis à risque au niveau de la santé physique et de la santé mentale, on le sait, ça a été déjà largement investigué, vous voyez les publications qui viennent directement de notre unité de recherche. Je me mobilise, je m'investis, c'est tout le travail par exemple qu'on fait avec les filles actives, donc je vais passer vers un facteur protecteur de santé mentale et santé physique. Je suis dans une occupation bien-être. Je suis toujours dans, et puis Marc-José pourra vous en parler si vous avez une question là-dessus, je vais être vraiment vers l'investigation de la pratique comme quelque chose qui va amener du sens pour moi, au sens du bien-être, mais parfois, je vais augmenter ma fréquence, je vais avoir plus de stress par mes sponsors, je vais rentrer vers une quête de la performance, et là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle le point dynamique. Chez les chercheurs, on appelle ça le point d'inflexion, c'est ce qu'on a démontré dans nos travaux, et là, je vais tomber vers une occupation symptôme. Je vais rentrer dans une compulsion de la pratique, dans une addiction de la pratique, dans un trouble perceptuel, dans une quête de soi néfaste et négative, et je vais amener le trouble perceptuel, le trouble des conduites alimentaires, ou voire même le trouble d'addiction au sport, qui a été démontré maintenant dans les troubles de santé mentale. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Les sportifs, finalement, 52 des sportifs ont des recours à des comportements compensatoires inappropriés. Ils utilisent en grande majorité les laxatifs, les diurétiques. Ils ont plus de difficultés à utiliser le vomissement parce que souvent, après l'entraînement, ils sont co-encadrés par des personnes. Par contre, quand on est dans un sport non institutionnalisé, on voit que le vomissement provoqué arrive juste après l'activité physique. On utilise, par exemple, l'utilisation de sauna pour essayer de perdre en eau. C'est ce qui se passe, par exemple, chez nos sportifs qui sont dans les catégories de poids, dans lesquelles on peut peser 48 heures avant, et ils ont 48 heures le plus possible pour reprendre un maximum de poids afin de renverser l'adversaire sur le praticable. Sportifs qui ont des accès d'hyperphagie, c'est eux, ils sont 19%. En grande majorité, ce sont les sportifs dits de prise de poids. Les sportifs qui pratiquent des poids engagés rentrent dans des régimes alimentaires, parfois tolérants, qui se disent non tolérants à certains aliments, mais on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. C'est un choix, c'est une posture sportive. Et 16% qui ont des restrictions alimentaires. Où est-ce que je vous emmène? En fait, on vous emmène toutes les trois vers ça. On vous amène vers le fait que, sachez qu'autour de vous, il y a des jeunes filles
étude ontarienne, 8% d'entre elles, 10% des 15 à 25 ans, dans leur milieu d'école, qui utilisent le sport pour aller atteindre leurs troubles perceptuels. Donc, elles utilisent les sports parascolaires pour sauter les repas. Et après le sport, elles se font vomir dans les toilettes dans leur milieu éducatif. C'est ce que l'étude ontarienne a révélé. On voit que c'est les femmes, mais on voit que c'est les hommes. Donc, on voit très bien, et encore, on n'a pas encore donné les informations sur les genres fluides, ce qui a été un enjeu pour les sportifs, justement, dans le corps. Donc, tout ça pour vous dire qu'on arrive vers quoi? On arrive vers le trouble perceptuel. Le trouble perceptuel, c'est l'enjeu du loricorps. Okay, on a une posture très, très claire. Ça, c'est connu. À McGill, à Douglas, à Aneb, le loricorps, il prend toute cette création de valeur très importante chez les sportifs et il l'emmène vers des mécanismes. Il va chercher, par exemple, est-ce que mon sportif, vous voyez en plein milieu de la diapositive, est-ce que mon sportif est un exerciceur? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans une compulsion sportive? Est-ce qu'il voit son corps comme une entrée et une sortie de carburant, uniquement dans un véhicule de performance? Ou traite-t-il son corps comme quelque chose de vertueux et de positif? Là, voilà où se trouvent nos sportifs, quand on effleure les problèmes de santé mentale ou de santé physique. Alors, le dessert, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose de vous donner, premièrement, le point que les troubles des conduites alimentaires qui ressortent des troubles perceptuels, c'est des troubles psychosomatoformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai des équipes en tant que gestionnaire du club, avec un préparateur de santé mentale qui ne parle pas au coach, donc à l'entraîneur, qui lui-même ne parle pas au nutritionniste du club, on va se retrouver dans une faille. Si ces gens-là ne se parlent pas, ils ne vont pas pouvoir croiser leur expertise pour dire « Hey, ce sportif, il m'inquiète parce qu'il y a des enjeux que je vois dans la préparation mentale, mais que toi, nutritionniste du groupe, tu vois dans la partie nutritionnelle. » Donc là, premièrement, si on veut protéger nos sportifs, si on veut être un milieu de santé et de sécurité, il faut travailler en équipe de façon interdisciplinaire pour rattraper ce qu'on appelle, nous, en clinique, les problèmes psychosomatoformes, c'est-à-dire qui croisent santé mentale, santé physique d'un point de vue intégré. Celui-là, si ça vous intéresse, on pourra vous le donner, c'est quelque chose qu'on a bâti ensemble, c'est quelque chose qui nous est très souvent demandé, parce que le corps médical trouve ça très intéressant d'avoir tous les dommages collatéraux des troubles des conduites alimentaires, et les professionnels qui sont dans le sport nous disent c'est génial, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un dans une équipe qui a choisi de regarder les dommages collatéraux en fonction du type de sport. Des sports dits de prise de poids ou des sports dits de minceur. Donc voilà où se trouvent nos sportifs. Vous voyez quand même qu'il y en a pléthore, les problèmes de ligaments, l'aménorrhée, les fractures répétitives, les fatigues de fractures, tout ça, ça devrait nous alerter. Le problème, c'est que quand ça nous alerte, c'est trop tard déjà. On est déjà dans le trouble avéré. Le but du jeu, c'est de les attraper avant. Comment on fait pour les attraper avant? Eh bien, on essaie de croiser les enjeux et d'aller vers une posture transdisciplinaire. Ça y est, on arrive dans le deuxième création de valeur du loricorps. Qu'est-ce que c'est une équipe transdisciplinaire? C'est une équipe qui n'interagit pas, c'est une équipe qui intègre les disciplines, un peu comme un sportif qui va non seulement intégrer l'intuition de son mouvement, l'analyse du mouvement qu'il voit en otoscopie, la sensation qu'il a dans son environnement de contexte. Un sportif de haut niveau, c'est celui qui fait l'intégration parfaite de la biomécanique, de l'analyse du mouvement, de la psychologie du sport et des relations sociales dans le sport. Donc, l'intégration biopsychosociale. On aime bien dire qu'au loricorps, on est un gâteau. Premièrement, parce qu'on se veut appétissant, c'est notre objectif, mais c'est surtout parce qu'un gâteau, tout le monde est mêlé dans un gâteau. Ça sera impossible quand tu croques à l'intérieur de savoir quelle est le part de la farine, quelle est le part du lait, quelle est la part des œufs. Tu manges le gâteau, tu as la sensation en entier. Ça s'appelle de l'expertise intégrée. C'est de la transdisciplinarité. Au niveau des équipes, on vous donne les diapositives pour que vous voyez quel stock on peut vous fournir en termes de santé sur la transdisciplinarité des sportifs. Ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir justement vous répondre si vous êtes intéressé. Puis je laisserai Samuel être le chef d'orchestre éventuellement pour pouvoir gérer les discussions qu'on va avoir. Au loricorps, la dynamique relationnelle, elle est là. Vous seriez surpris de voir que tous les membres du loricorps sont tous en sport. On a tous une valeur sportive, soit parce qu'on est des sportifs, soit parce qu'on a été des anciens sportifs, soit parce qu'on travaille dans le monde du sport. Et on s'est aperçu que c'est comme dans une équipe sportive. Dans une équipe sportive, quand ça marche, ça veut dire qu'on a intégré les rôles de chacun comme dans une équipe de foot. Okay, même s'il n'y en a qu'un seul qui marque, toute l'équipe a gagné. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est la dynamique relationnelle, c'est la force de la transdisciplinarité. Voilà à quoi on ressemble. On ressemble à l'image de ce que le pôle sport
HEC Montréal essaye de mettre en brillance, c'est-à-dire un milieu sain et écosystémique qui crée du réseau. Nous, on se définit comme une toile d'araignée au sens très positif, avec des maillages. Depuis 3 ans, on travaille avec l'intelligence artificielle. On préfère dire qu'on est un neurone qui sollicitant l'innovation. Voilà comment on se définit avec ces relations systémiques. Ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les disciplines, ce sont les relations. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va développer? Des plateformes d'échange, des espaces d'innovation, ça va être notre force. Au Pôle Sport, HEC Montréal, on parle souvent d'espace, l'espace du leadership, l'espace du gestionnaire. Le RICOR rentre dans la même mouvance, on est bien dans des espaces. Aujourd'hui, après la Covid, c'est quoi un espace? C'est une bonne question. Donc ici, notre objectif, c'est quoi? C'est de flirter sur les savoirs. Dans le RICOR, on travaille sur 5 savoirs. Un savoir académique, un savoir-faire, un savoir expérientiel, ce que nous on appelle aussi l'expérience dans l'expertise, et le savoir-devenir. Le savoir-devenir, il est très important pour nous parce que ça nous permet de garder toujours notre intégrité, notre mission et notre valeur par rapport à ce qu'on se donne comme savoir-devenir, on se projette. On a 4 objets d'études pour y parvenir qui viennent de ces 5 savoirs qu'on a mobilisés depuis 10 ans. C'est l'approche PROS. L'approche PROS, c'est de dire que quand on essaie de comprendre la santé chez les sportifs, au lieu de la prendre dans une version clinique et médicale, on l'a pris contrebalancé. On est allé puiser dans les sciences de l'éducation, dans les sciences de l'occupation, dans les psychologies, toutes les disciplines. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est commun à toutes ces disciplines? Finalement, il y a un point qui est commun. La perception. Okay. La perception liée à l'alimentation, mais la perception liée à soi. Ça, c'est vraiment l'objectif. C'est le chef d'orchestre de l'approche. C'est elle qui va dicter, qui va parachuter ce que nous, on appelle les filtres perceptuels. Je vais vous donner un exemple très concret. Un sportif, quand on lui demande comment ça va dans son sport, il va bien évidemment vous donner son ressenti, sa perception par rapport à sa pratique sportive. Mais quelle est-elle vraiment sa pratique sportive? Donc, vous avez la résultante d'une auto-évaluation. Vous avez le filtre perceptuel du sportif. Et celui-là, il change au fil du temps. On est tous des sportifs ou connectés au sport. On sait très bien qu'au fil du temps de notre développement de sportif, on ne s'est pas du tout identifié de la même façon dans le sport. Mais c'est ça que fait la perception. La perception, elle vient de nous indiquer, attention, on est dans un fil perceptuel, devront faire une auto-évaluation, une hétéro-évaluation pour comprendre la problématique de la santé de nos sportifs. Deuxième, c'est la relation. Chez le sportif, c'est très important. Vous savez, qu'on soit en sport individualisé ou en sport d'équipe, les coéquipiers, c'est la deuxième famille du sportif. Donc, la relation par rapport aux autres, la façon de manger, le rapport à soi dans l'alimentation, il est basé sur la relation. Le troisième, c'est l'occupation. L'occupation, c'est quoi? C'est est-ce que le sport, c'est une occupation de bien-être ou est-ce que c'est une occupation de mal-être? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on demande ça à nos sportifs? Non, peut-être qu'on ne le demande pas parce qu'on n'avait pas eu la posture occupationnelle quand on leur pose la question. La dernière partie, c'est la sensation. Et là, c'est bien qu'on vient dénouer des éléments. Quand les gens sont néophytes, ils viennent nous dire oh, « c'est super, vous devez évaluer la perception de soi chez les sportifs. » Ils doivent être en maîtrise maximale sur leur perception parce que ce sont ceux qui sentent le mieux leur corps. Eh bien, pas forcément. Pourquoi? Parce que le corps, ça dépend quelle perception on a décidé de lui donner et quel rôle on a décidé de lui donner. Puis ça, c'est le travail, et merci, on remercie le Pôle Sport là-dessus, avec tout le travail de Sébastien Arcan, qui a décidé de nous dire, publiez dans notre prochain ouvrage sur les enjeux des gestionnaires dans le sport, et on s'est fait plaisir à proposer un ouvrage, une partie dans l'ouvrage, un chapitre de livre, qui questionne la notion de sensation corporelle chez les sportifs. Donc, au niveau de cela, nous, ça nous a intéressé d'aller titiller la perception. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme on est un techno, on est allé chercher la réalité virtuelle. On a pris l'échelle qui est la plus utilisée dans le domaine des professionnels de la santé du sport et de la population générale, qu'on appelle le continuum de silhouette. Et avec Stéphanie Bouchard et l'ensemble de l'équipe, on a décidé d'en faire une échelle de 3 dimensions. Les gens qui arrivent chez nous, les sportifs qui sont évalués dans notre programme, ils passent cette échelle-là, et alors, magie, ils se voient dans l'environnement de face, ils sélectionnent le corps qu'ils souhaitent. On vous a mis un corps en population générale, mais on se fait plaisir de prendre un continuum de sportifs, marathoniens, donc du plus en situation de masse maigre la plus importante à la masse grasse la plus importante. Et en fait, on peut se voir, ce que nous on appelle chez les chercheurs, de façon allocentrée, c'est-à-dire en 3e personne. Moi, je pense que je suis ce sportif-là et j'aimerais avoir le corps de ce sportif-là. Ok, mais maintenant que tu le vois de face, tu peux nous dire à l'intérieur de ton corps qu'est-ce que ça fait? Et hop,
en vous met dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'égocentration. On arrive dans une perspective d'incarnation. On intègre le corps du sportif que l'on souhaite avoir ou que l'on se perçoit et on regarde la distorsion, on regarde le décalage. Et ça devient les troubles perceptuels. On mesure le trouble perceptuel. On a beaucoup de plaisir à le faire parce que franchement, on vient d'ouvrir un champ. Les dernières publications, les membres qui sont au Loricor, de façon générale, je pense par exemple à Giulia Corno, qui nous vient d'Italie, Stéphane Bouchard, l'équipe espagnole, l'équipe italienne, travaillent, mais pas sur les sports. Ça devient la valeur ajoutée du Loricor. Travaille sur l'incarnation corporelle pour mesurer le trouble perceptuel. Comment on fait pour mesurer le trouble perceptuel? Soit vous venez chez nous, vous mettez le casque et vous l'essayez. Là, on a une petite news à vous donner. On est en train de le transférer dans notre intervenant de poche. On a développé, il y a déjà 5 ans, un intervenant de poche qui nous permet, exactement comme les sportifs aiment avoir leur journal alimentaire ou leur cahier de performance, pour l'avoir déjà fait quand j'étais sportive. Et en fait, on leur demande de se positionner avec certaines questions. Vous avez compris, les questions, c'est le P, le R, le O, le S, et de pouvoir en temps réel capturer la donnée et de voir la fluctuation peut-être de la performance de mon sportif et de la performance de sa santé. Donc là-dessus, on a un casque, on peut les faire de façon égocentrée ou allocentrée. C'est la publication qu'on va avoir l'objectif de soumettre au mois de novembre pour essayer de comprendre les enjeux des applications dans les populations générales et bien évidemment dans les populations sportives. Toutes ces données, elles rentrent dans la BDL. La BDL, vous avez compris, c'est la banque de données qui nous permet de traiter les données de façon différée chez les chercheurs, mais de les traiter aussi avec les professionnels du sport et de la santé. Donc, 2 objectifs pour la BDL que vous voyez dans votre écran. Je regarde le temps qui passe et j'aimerais vous donner 2 objectifs avec l'équipe pour après pouvoir discuter. Le premier, on est à une unité de recherche, mais on est également une unité de recherche appliquée, ce qui veut dire qu'on a développé au fil du temps des programmes. On a un premier programme qui s'adresse davantage à de la promotion et de l'éducation à la santé. C'est notre programme Silence. Pourquoi il est Silence? Parce qu'on a démontré dans la littérature sur une publication de cette année qui démontre très clairement que plus je vais parler des symptômes des troubles des conduites alimentaires, plus je vais attiser les symptômes. Donc, les projets qui sont là-dessus, on travaille davantage sur l'utilisation d'une bande dessinée, l'utilisation de la réalité virtuelle, que vous voyez ici. Et on voit très clairement qu'on arrive à mobiliser, qu'on arrive à faire fluctuer, à faire évoluer les perceptions de soi quand on parle d'éléments sur l'alimentation intuitive, sur les photos retouchées dans les sportifs, dans les médias, mais qu'on ne parlera jamais de la chute de cheveux, des vomissements, des laxatifs qui sont utilisés. Si ça vous intéresse, 2 applications. Une qu'on a fait avec une bande dessinée que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Et cette bande dessinée, on a eu un petit plaisir, on l'a levée en 3D, ce qui veut dire que les élèves, les sportifs, les personnes qui sont en prévention peuvent regarder le sportif, d'ailleurs il y a un sportif dans un des personnages, peuvent regarder la bande dessinée et essayer le corps des personnages qui sont dans la bande dessinée. Maintenant, je jump dans la partie, pas prévention pour émotion, mais davantage dans la partie intervention clinique. On a développé un programme qui s'appelle le programme Loricor. Ce programme a pour objectif, vous le voyez, de mobiliser les expertises et mobiliser le sportif est clairement partie il est acteur de son plan d'intervention. Les gens qui viennent nous consulter, malheureusement, c'est souvent des sportifs qui sont déjà passés dans la partie clinique. Nous, on fait un travail avec eux, vous allez le voir, puis avec les questions que vous allez pouvoir nous poser après. On va travailler sur son dossier comme carte d'identité. On va parfois même utiliser certains mécanismes qu'on utilise chez les sportifs. Par exemple, on travaille beaucoup avec le co-mapping, un peu quand je fais une stratégie ou que je dois mettre une tactique de mon équipe sportive. Je fais toujours au tableau, je dessine et je demande à l'équipe de se mobiliser. On a utilisé les mêmes mécanismes dans le programme Loricor pour mettre le sportif d'un plan d'intervention acteur de son soin. C'est la publication que nous avons en cours. Les 4 ingrédients, regardez comment ils se mettent en place. Ils se mettent en place avec un spectre émotionnel, un spectre de croyance, dans une carte. Donc, si par exemple, demain, vous voulez gérer suspicion avec mon sportif, j'aimerais vous faire une référence, vous allez voir que la personne que vous allez nous confier, eh bien, elle va pouvoir avoir l'ensemble de sa carte d'identité, de sa santé sportive, présentée sur cette carte conceptuelle. Le sportif, bien évidemment, étant au centre. Donc, finalement, pour terminer, je pense qu'on est à peu près dans le timing, c'est peut-être des pistes, des réflexions, on a 40 minutes ensemble.
Premièrement, on a fait un travail avec Pôle Sport, avec notamment Samuel. Et on s'est dit finalement, dans nos organismes qui sont des organismes bienveillants du sport, est-ce qu'on questionne la notion de corps? On en a trouvé un, c'est l'organisme Sport Bien-être, grâce à Samuel. Puis regardez, quand on a regardé chez les athlètes et qu'on a regardé le menu, il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux. On a vu punition corporelle. Et quand on est allé voir ce que c'était les punitions corporelles, c'est de la maltraitance au sens physique. Mais on s'est demandé si quand on fait une pesée collective, vous voyez où est-ce qu'on vous emmène, on nous rattrape sur le début du diaporama. Quand je fais une pesée collective, est-ce que je suis dans la punition corporelle? Je vous laisse te poser la question. Quand on en nomme par punition corporelle, finalement, est-ce que dans nos organismes, on se questionne sur la notion du corps? Deuxième aspect, sport-aide. Sport-aide, c'est quoi? C'est un phénomène d'écoute pour porter plainte, pour nous aider. J'ai des enjeux dans le sport, j'aimerais porter plainte. Un abus, un problème, un traumatisme. Mais pour quel motif pouvons-nous porter plainte? Est-ce que j'ai le droit de porter plainte parce que j'ai été soumis à une exposition de mon corps de façon malsaine, qui est mon identité personnelle, et puis que dans le monde du sport, on part du principe que le corps, il appartient à tout le monde, que le corps, il doit se faire voir par tout le monde. Alors, est-ce que j'ai le droit et est-ce que je peux porter plainte pour un motif perceptuel? Je pose la question comme vous, certainement. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est à l'écoute de son corps? Ça, c'est la question qu'on pose chez les sportifs. Et de quelle manière sommes-nous à l'écoute de notre corps? Et dans quel sport sommes-nous le plus à l'écoute de notre corps? Ou dans quelles institutions nous sommes-nous? Alors, si ça vous intéresse de vous former, on utilise, vous avez vu, on prend une tripulienne d'ailleurs, pour ceux qui sont tripuliens, petit clin d'œil, qui s'appelle Marie-Josée Roy, qui est une artiste qui maintenant a une carrière colossale puisqu'elle expose à New York et qui travaille sur le corps. Alors, elle a décidé d'utiliser, et puis elle nous fait confiance, et pour utiliser son pédigré, sa création de valeur, pour dire le corps, c'est quand même quelque chose qui est confus. Parfois, les limites corporelles ne sont pas claires chez les sportifs. Donc, on s'en est servi comme un petit teaser marketing pour dire que nous, on fait des formations là-dessus, avec plein d'enjeux. On a publié un livre qui est dans ces spectres-là. Vous allez rire quand vous allez voir l'éditeur. C'est JF Édition, donc c'est Jean-François Derry, qui est un pur produit de HEC Montréal, qui nous a édité sans même qu'on sachait quelques années suivantes qu'on allait travailler avec le Pôle Sport. Et on travaille sur la concomitance. Et dans la concomitance, sur ce livre-là qu'on a publié en 2014, eh bien, on prend le cas du sportif. Parce que le sportif, c'est vraiment l'intégration de l'addiction au sport et de l'utilisation de certains dopants. Donc, si vous voulez nous suivre, on a plusieurs publications et bien évidemment, on a déjà travaillé, vous avez vu, on a été édité dans l'INSEP, donc l'Institut national du sport et de l'expertise sportive en France, et dans plusieurs journaux. Donc, on voit depuis le début que le sport a toujours été présent. Et puis, on aura peut-être la chance d'être publié avec Sébastien Arcand dans son nouveau livre, avec l'ensemble de l'équipe du Pôle Sport, pour pouvoir nous suivre. À garder en tête 3 points, que c'est un peu comme un sportif quand on veut justement parler en équipe. Qu'est-ce que vous devez garder en tête après cette information? Que la logique interne du sport de minceur ou de prise de poids peut précipiter ou maintenir les troubles perceptuels. Chez les sportifs et les sportifs, attention, les hommes et les femmes sont concernés. Les troubles perceptuels sont la genèse des troubles des conduites alimentaires. Attention, peut-on parler simplement des troubles des conduites alimentaires chez les sportifs? Ou sommes-nous plus proches de la réalité quand on parle d'attitudes et de comportements alimentaires dysfonctionnels? Les mesures de poids et de la forme corporelle dans le secteur de l'activité physique doivent nous questionner sur le sport sain et sécuritaire. Et enfin, le programme transdisciplinaire du Lovicor, avec son approche IPROS, n'est-elle pas l'artefact de nouvelle ère de trans avec la société actuelle qui questionne justement la question de la transgenre, de la transfert de connaissances, et ainsi de suite. Alors, nous vous remercions. Et en fait, toutes les 3 qui sommes ici, nous vous prêtons un rôle si vous le souhaitez. Nous sommes toutes les 3 de disciplines différentes. Donc, vous allez voir dans notre échange qu'on vous propose de faire maintenant, peut-être qu'il y en a une d'entre nous qui est une psychologue, une autre une ergo, une autre une science de l'éducation, une autre une psychoéducation. On vous laisse trouver la solution. Je vous remercie. Parfait. Bien, un énorme merci, Johanna, pour cette présentation qui, je crois, révèle certaines problématiques à l'égard des troubles perceptuels dans le sport. Il y aura dans ce qui va suivre une période de questions où on vous invitera à lever la main
ou encore d'utiliser la boîte de conversation pour échanger avec nos présentatrices aujourd'hui. Alors, je sais qu'Éric, le son peut être activé. Peut-être, Éric, veux-tu débuter le bal de questions? Excusez-moi. D'abord, merci.